Il n'existe pas de planète plus belle que Saturne. Saturne est la planète la plus photogénique du système solaire. Certaines photos sont époustouflantes. Mais les images ne racontent qu'une partie de l'histoire. Cette beauté n'est que superficielle. À l'intérieur, ça remue, ça bouillonne. Soyez aux premières loges pour observer cette planète, ses étonnants orages et ses fameux anneaux. Quelle sensation ce doit être de pouvoir tenir une particule d'anneau dans la main. Des mystères encore plus grands entourent les impressionnantes fontaines d'Encelade. Les secrets de la vie pourraient bien jaillir des geysers d'eau de cette lune de Saturne. Cette petite lune a tout. On peut trouver tous ces échantillons dans l'espace. Il y a une grande pancarte qui dit « Échantillon gratuit, servez-vous ». Puis, faites un détour par Titan, la grosse lune orange, et glissez sous son voile nuageux. C'est une des 7 merveilles du système solaire. Naviguez dans les cieux de Titan pour un voyage magique. Le dirigeable nous offre la possibilité d'explorer Titan sous tous les angles. Laissez-vous dériver vers les lacs de propane, les dunes inflammables et les rivières de méthane. Vous pourriez marcher le long d'un ruisseau de méthane liquide. Je me demande quel bruit cela peut faire. Mais les apparences sont trompeuses. Si vous plongiez la main dans la lave sur Titan, votre main ne brûlerait pas. Elle gèlerait instantanément. Et tout cela, et même plus, ne se trouve qu'à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Prêt pour le décollage ? Le moment est venu de s'aventurer là où aucun homme n'est allé. De suivre les traces de nos robots pionniers. Et d'explorer les planètes de notre système solaire. Imaginez que vous embarquez pour Saturne. Que faut-il connaître avant d'entamer un tel voyage? Les plus beaux points de vue? Les lunes à voir absolument? Nous vous proposons votre guide de voyage personnel des splendeurs du système saturnien. Bien que situé à plus de 1500 millions de kilomètres de notre planète Terre, Saturne, ce petit point lumineux 2 fois plus loin que Jupiter et 4 fois plus loin que la ceinture d'astéroïdes, a toujours attiré notre attention. Saturne est le système planétaire le plus riche en activité phénoménale de notre système solaire. Grâce à ses anneaux, sa planète, sa magnétosphère et à son importante collection de lunes. Il y a tout ce qu'on peut vouloir. Ne serait-ce que les anneaux, par exemple. Il y a dans les anneaux de Saturne des exemples des anneaux de Jupiter, d'Uranus ou de Neptune. Si vous vous posez des questions sur le système solaire en général, Saturne est l'endroit qu'il vous faut. Quand la sonde Cassini-Huygens s'envola en 1997 pour partir à la rencontre de Saturne, elle était équipée du matériel nécessaire pour ce long voyage dans l'espace. Un puissant générateur, des réserves de carburant, une bonne antenne et une sonde lunaire. Je pense que dès que nous aurons reçu les images, plus personne ne voudra continuer de travailler avant de les avoir vues. Caroline Porco, responsable de l'imagerie de la mission, s'est assurée qu'il y avait à bord une bonne caméra. C'est déjà une lourde tâche en soi. Cette destination est quand même la star du système solaire.
Saturne a beau être la deuxième plus grande planète du système solaire, elle est comme sa voisine, la géante gazeuse Jupiter, le symbole du triomphe de l'apparence sur la substance. Saturne est une énorme boule de gaz. Pour être très précis, c'est une énorme boule de fluide, et sa partie extérieure est composée de gaz, d'atmosphère. Mais à l'intérieur, c'est de plus en plus chaud et plus pressurisé également. Et si vous pénétrez suffisamment profond, vous pourrez voir comme des fluides. Il s'y passe des choses très étranges que l'on n'a pas encore totalement comprises. Si Saturne est une très grosse planète, c'est un poids plume au niveau cosmique. Elle est assez grosse pour pouvoir avaler 765 fois la Terre. Mais c'est la planète la moins dense, ce qui fait qu'elle flotterait à la surface de l'eau. Comme sur Jupiter, il est impossible de s'y tenir debout. L'absence de surface solide nous empêche de déterminer combien de temps dure une journée. Mais le sommet des nuages effectue une rotation en environ 11 heures. Mais c'est ce qui se trouve au-dessus et non en dessous qui attirera les foules sur Saturne. Si vous organisiez un séjour sur Saturne, à mon avis, le clou du voyage serait ceci. Observer les anneaux de Saturne depuis le point X, et peu importe où se trouve le point X. Contempler les anneaux depuis une des lunes de Saturne est un spectacle époustouflant. Vu de près, ce disque scintillant renvoie la lumière de 3 milliards de fragments de glace. Il n'y a rien de plus beau que les anneaux de Saturne. C'est la première chose que les enfants veulent voir dans leur télescope. Observer les anneaux depuis un télescope est exceptionnel. En effet, en à peine une seconde, ils peuvent disparaître quand Saturne se penche vers le Soleil. Le plus surprenant pour un touriste de l'espace, c'est de se rendre compte à quel point ces anneaux sont fins. Ils ne sont pas plus épais qu'un immeuble d'1 ou 2 étages. Par rapport à leur largeur, ils ne sont pas plus épais qu'une feuille de papier, par exemple. Envie de voir ça par vous-même? Attachez vos ceintures, voyageurs de l'espace. Le voyage va être long. Le 30 juin 2004, après un voyage de 7 ans et 1500 millions de kilomètres parcourus, la sonde Cassini-Huygens est confrontée à son premier défi de taille. Entrer en orbite. Il faut d'abord manœuvrer entre les anneaux. Les espoirs et les rêves de milliers de scientifiques et d'ingénieurs reposent sur les quelques minutes qui vont suivre. On est déjà allé sur Saturne 2 fois avec Voyager 1 et 2. Mais là, nous voulions plus que des photos instantanées. Nous voulions observer longuement le système saturnien. Et le seul moyen d'y arriver était de ralentir la sonde et de laisser la gravité de Saturne nous capturer et nous placer en orbite. La vitesse de la sonde est de 80 000 km/h et elle augmente au fur et à mesure que la gravité de Saturne nous attire vers elle. Cassini poursuit sa route, avec pour objectif l'espace entre les anneaux F et G, en espérant ne pas rencontrer de débris orbitaux. Le risque principal était que quelque chose de gros percute une zone sensible de la sonde, comme un ordinateur ou le réservoir d'essence par exemple. Cela aurait mis un terme à la mission plus tôt que prévu. On a placé l'antenne principale de façon à ce que la sonde voie les particules d'anneaux et à ce qu'elles servent de bouclier. Vous entendez actuellement l'enregistrement des minuscules particules frappant la sonde durant son passage à travers les anneaux. On passe Canberra en V2. Jusqu'ici, tout va bien. Mais Cassini disparaît derrière Saturne et passe en silence radio. À présent, Cassini doit réussir son démarrage et ralentir. Une attente insoutenable pour l'équipe au poste de contrôle. C'est à vous. Le Doppler est plat. Alors que Cassini ressort fièrement de l'ombre de Saturne, elle tourne pour repasser devant les anneaux.
Message aux éventuels habitants du système saturnien. Vos yeux ne vous jouent pas des tours. Il y a bien désormais une 32e lune pour embellir votre ciel. Il s'agit de la sonde Cassini-Huygens. La sonde Cassini est en bonne compagnie, entourée des 62 lunes recensées de Saturne. Et les photos qu'elle s'apprête à prendre ont de quoi faire pâlir d'envie tout professionnel. Saturne est la planète la plus photogénique du système solaire. J'ai vraiment beaucoup de chance. Les photos qui me donnent des frissons, ce sont celles de Saturne et ses anneaux, quand Saturne forme un croissant, et celles où on voit les anneaux d'en haut avec une lune en arrière-plan. Ce sont de vraies compositions artistiques. Et me voilà à la tête d'une équipe de scientifiques dont le boulot c'est de prendre des photos. Et on a cette merveille comme sujet. J'ai un peu l'impression d'être sur le pont en train de regarder par le hublot. J'ai ce sentiment très fort d'être au premier plan, d'être là-bas, en train de l'explorer. C'est ça qui est incroyable. La vue depuis le pont de Cassini surpasse tout ce qu'on a pu voir. En regardant de près les anneaux, on aurait dit qu'ils se transformaient en une multitude de petits anneaux, comme les sillons d'un disque phonographique pour ceux qui s'en souviennent. C'est très intéressant d'essayer de comprendre ce qui pouvait créer ces structures. Ce qui apparaît au télescope comme des anneaux pleins est en fait composé de milliers d'éléments. J'étais incroyablement surprise par la qualité et la netteté des images. Parce que je me suis dit, ça fait des années, presque 15 ans que je prépare ce moment, 15 ans que je travaille sur ces photos. On pourrait penser que j'avais anticipé tout ça, que je connaissais la résolution, que je savais comment allaient être les photos. Eh bien non. Pour la première fois, des détails très nets des anneaux de Saturne vont être révélés, nous invitant à rester pour une inspection plus approfondie. Tout le monde connaît les anneaux de Saturne. Mais si c'était vous qui deviez renvoyer des cartes postales, quelles images enverriez-vous ? Chaque circuit touristique a son attraction phare. Sur Saturne, impossible de ne pas visiter les anneaux. En tant que responsable des images pour Cassini, Caroline Porco était aux premières loges. Les anneaux sont constitués d'un nombre incalculable de particules, qui vont de la taille d'un rocher, disons, gros comme un appartement par exemple, à la plus petite poussière, et tout ce qu'il y a entre les deux. Et toutes ces particules tournent autour de Saturne, à 30 ou 60 000 km/h. Mais c'est comme sur une autoroute. Tout le monde peut rouler à 145 km/h, mais relativement aux autres, ils vont très très lentement. Si on arrivait à placer un vaisseau là, on pourrait tourner à la même vitesse, et cette vitesse ne serait pas dangereuse du tout. Imaginez une autoroute le vendredi soir à l'heure de pointe. L'anneau B est très embouteillé, il y a beaucoup de particules, tandis que sur l'anneau A, c'est un peu plus dégagé, et l'anneau C ressemble à une route de campagne. Là, vous ne croiserez pas beaucoup de particules. Il s'agit sûrement des restes d'une lune. Les particules de l'anneau ont été aplaties par les forces gravitationnelles et transformées en un disque très fin de presque 300 000 km. D'un bout à l'autre, c'est presque la distance de la Terre à la Lune. Je me suis moi-même imaginée en orbite autour de Saturne, en train d'aspirer les anneaux. C'est dur de ne pas le faire. Absolument. Allez-y et prenez des photos. Faites vos propres cartes postales. Bonjour maman, je suis dans les anneaux de Saturne, c'est super.
J'essaie de m'imaginer quelle sensation ce serait de pouvoir tenir une particule d'anneau dans ma main et de voir à quoi ça ressemble. Est-ce mou comme une boule de neige? Comment est-ce à l'intérieur? J'imagine que chaque anneau, le A, le B, le C et le D, est une plage et j'aimerais bien avoir un petit échantillon de chacun de ces anneaux. Les grains de glace de ces plages saturniennes sont balayés par le trafic. Quand une lune passe, elle crée un sillage de la même manière qu'un bateau à moteur. Alors je pense que les particules des anneaux effectuent une sorte de danse cosmique assez complexe autour de Saturne. On pourrait comparer ça à des danseuses de l'opéra. Chacune suit son propre orbite, son itinéraire. Et parfois elles se rencontrent et entrent en collision, parfois non. Mais à la faveur d'un effet de lumière saisonnier, des mystères encore plus surprenants sont révélés. Une fois toutes les 15 années terrestres, alors que Saturne effectue son long voyage autour du Soleil, l'été change d'hémisphère. En 2009, Cassini était idéalement situé pour assister à l'équinoxe sur Saturne. Au moment exact de l'équinoxe, les rayons du Soleil vont se refléter pile sur le bord des anneaux. Mais un peu avant et un peu après l'équinoxe, le Soleil sera bas, comme maintenant ici à Londres. La moindre protubérance verticale, qu'elle soit en dessous ou au-dessus des anneaux, projettera une ombre très longue derrière elle. C'est ainsi qu'on a découvert que les anneaux n'étaient pas complètement plats. Par endroits, les particules des anneaux se trouvent au-dessus de la surface des anneaux sur 2, 3 ou 5 km. Pour la première fois depuis 400 ans, on sait que les anneaux sont tridimensionnels. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'histoire la plus incroyable du système saturnien vient de la minuscule lune appelée Encelade. Elle apparaît comme le lieu dans l'espace le plus propice à la vie. La lune Encelade, blanche et scintillante. Une boule lumineuse qui se cache derrière le large anneau E de Saturne. Une lune qui ne semblait présenter que peu d'intérêt, jusqu'à ce que la sonde Cassini s'y intéresse de plus près. Il se passait d'étranges choses sur cette lune. C'est d'abord grâce au magnétomètre qu'on a détecté quelque chose d'inhabituel. On a repéré une anomalie dans le champ magnétique de Saturne. Il déviait légèrement sur le côté. C'était comme assembler les pièces d'un puzzle. On a donc décidé d'aller voir de plus près et en se rapprochant, on a vu une étoile passer et on a remarqué une différence de luminosité. Même de loin, on pouvait distinguer comme une matière qui jaillissait du pôle sud. Et c'était tellement spectaculaire et inhabituel qu'on a pensé qu'il s'agissait d'un problème de caméra. Encelade est une minuscule lune de 500 km de diamètre. Elle est bien trop petite pour toute activité géologique. Quand on regarde Encelade, on a l'impression qu'elle est recouverte de neige. Elle est très blanche, comme de la neige fraîchement tombée. Le sol d'Encelade est entièrement fissuré. Il y a des chaînes de montagnes et de profonds gouffres. Mais c'est en allant explorer le pôle sud qu'on a compris que c'est là que tout se passait. L'équipe va trouver quelque chose d'extraordinaire. Cette surface blanche et neigeuse est en fait composée de rangées de puissants geysers, recrachant dans l'espace de l'eau et des cristaux de glace. On a fait un vrai travail de détective. Au fur et à mesure, on a réuni des preuves jusqu'à ce qu'on ait cette incroyable photo qui montre les geysers en activité du pôle sud d'Encelade. De l'eau et de la glace jaillissent de ces énormes fissures dans cette région de la taille de la Californie du Sud et qui est un vaste champ géothermique en quelque sorte. Encelade ne ressemble pas vraiment à la Californie vue d'ici. Elle semble froide, comme devrait l'être une lune de glace si éloignée du Soleil. Mais c'est là tout le mystère d'Encelade.
C'est incroyable. Cette lune est chaude. Le pôle sud est chaud. C'est aussi dingue que de dire que le pôle nord de la Terre est plus chaud que l'équateur. Les éléments dont nous disposons jusqu'à présent suggèrent que la source d'eau provient d'un océan souterrain ou d'une mer cachée sous la croûte de glace du pôle sud et réchauffée par les mouvements de la marée. C'est un mystère, parce qu'Encelade est si petite, elle ne devrait pas être aussi chaude. On pense que cette source de chaleur souterraine fait fondre la glace et que cette eau, qui est peut-être mélangée à de l'ammoniac et à d'autres éléments qui permettent d'abaisser son point de fusion, cette eau se ferait un chemin jusqu'à la sortie pour rejaillir dans l'espace. Voilà une piste de travail inattendue dans la recherche de la vie. Sur cette petite lune qu'on pensait quasi morte et sans intérêt, se trouvent en fait des geysers d'eau glacée. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait de la vie sur cette lune. Il y a une source d'énergie, une source de matière organique, du nitrogène et de l'eau. Tout y est sur cette petite lune. Et tous ces éléments sont projetés dans l'espace. Il y a une grande pancarte qui dit « Échantillon gratuit, servez-vous ». Il n'y a plus qu'à y aller et à se servir. Encelade est le lieu de notre système solaire qu'il faut étudier et qui pourrait nous apporter des réponses aux questions d'ordre astrobiologique. Elle l'emporte sur Mars, sur Europe et sur Titan, notamment grâce à son accessibilité. Si ces jets sont bien de l'eau liquide, alors il faut étudier des échantillons. Les techniciens du projet Cassini ont réussi à faire voler la sonde à seulement 25 km au-dessus des jets d'eau. Une véritable prouesse pour un robot contrôlé depuis la Terre à plus de 1500 millions de kilomètres de là. Grâce à la sonde Cassini, nous avons appris que ces jets d'eau contenaient du méthane, du nitrogène, de l'ammoniac et des molécules organiques. C'est une vraie soupe. Il s'agit donc d'une soupe d'éléments organiques rejetés dans l'espace où ils gèlent. On pourrait presque y aller avec un bocal et revendre le tout sur Terre sous le nom de soupe aux nutriments organiques. Sur Terre, les geysers et sources d'eau chaude sont des nids à bactéries, dont certaines remontent au commencement de la vie. Ces geysers sont spectaculaires. Mais rien sur Terre ne peut rivaliser avec la beauté de ceux de Saturne. Admirer Saturne à travers les geysers en éruption du pôle sud d'Encelade doit être une expérience fantastique. Ça ne serait même pas dangereux. Vous verriez se dresser devant vous ces spectaculaires fontaines de particules de glace. Et vous n'en verriez pas la fin, car certains jets s'étendent sur des dizaines de milliers de kilomètres au-dessus du pôle sud, jusqu'à entrer en orbite autour de Saturne. C'est comme ça que s'est formé l'anneau E. La sonde Cassini a résolu le mystère de la formation au moins d'un des anneaux de Saturne, permettant peut-être ainsi d'apporter une réponse au mystère plus grand encore qu'est celui de la vie extraterrestre. Rien ne serait plus excitant que de faire ce genre de découverte. Que la vie n'est pas apparue qu'une seule fois, mais 2 fois dans notre système solaire. Et se dire que c'est peut-être sur Encelade, qui est un objet que nous avons exploré, faisant ainsi de nous des acteurs de cette découverte. On ne pourrait pas rêver mieux. Si Encelade est la destination phare du moment, il ne faut pas sous-estimer son poids lourd de concurrent pour le titre de plus belle lune. Titan. Plus gros que Mercure ou Pluton, Titan est le seul astre au monde, à part la Terre et Vénus, à avoir un sol solide et une atmosphère épaisse. Si Titan n'était pas elle-même en orbite autour d'une autre planète, nous pourrions dire sans difficulté que c'est une planète. Nous savions déjà en y allant qu'explorer Titan serait fascinant. Titan restait jusqu'alors un mystère entouré de cette atmosphère brumeuse. La sonde Cassini a confirmé que Titan était bien enveloppé dans un épais brouillard orange. Des expériences menées en laboratoire
ont montré qu'il pourrait s'agir du résultat de 4 milliards d'années de soleil, réagissant à une épaisse couche de nitrogène et de méthane. La caméra de la sonde n'avait qu'une vision partielle à travers le brouillard. Les taches noires et blanches ressemblaient à des continents et des océans. Les photos qu'on avait de Titan avant de s'y rendre nous faisaient penser que ce serait sombre, froid et inquiétant. Aussi sombre que le crépuscule sur Terre, même à midi, avec des étendues de la taille de la Méditerranée remplies de diluants pour peinture. Pendant plus de 7 ans, le module européen Huygens est resté accroché à la sonde américaine Cassini. En 2004, le jour de Noël, il prit son envol. Personne sur Terre n'avait jamais tenté d'atterrir sur un monde si éloigné. La sonde est sur le point d'atterrir. Les opérations sont confiées au poste de contrôle européen. La sonde Huygens a pénétré dans l'atmosphère de Titan à la vitesse de 6 km par seconde. En décélérant, l'atmosphère autour du module est devenue violette. Une fois le parachute ouvert, la sonde a parcouru les 130 premiers kilomètres sans rien voir d'autre que du brouillard. Arrivé à peu près à 30 km du sol, on a commencé à distinguer un peu mieux les éléments en dessous. Et ce paysage nous est apparu, avec ses belles collines claires et ses petits ruisseaux noirs. Ça voulait dire qu'il y avait eu de la pluie ici dans le passé. Le signal met plus d'1 heure à arriver sur Terre. Pas de doute, Huygens était en train d'envoyer ses cartes postales. Nous n'étions qu'une vingtaine dans le bureau où les photos allaient arriver. Il faisait nuit en Allemagne, c'était l'hiver. On avait vraiment l'impression d'être en train de contempler un monde extraterrestre qui était juste derrière notre porte. La sonde se déplace, capturant ainsi ces incroyables images. On a tous vu un jardin en Arizona ou la Côte d'Azur. Peu importe d'où vous veniez, certains aspects de Titan vous rappelaient forcément quelque chose de familier. Ces photos étaient à l'opposé des images que nous avions prises depuis l'orbite. On pouvait voir le dessin d'un drainage dendritique qui ressemblait trait pour trait à une rivière sur Terre. C'était incroyable. Jules Verne avait raison, c'était époustouflant. Il y a des rochers! Oui, oui. Regarde, regarde! On vient de mériter nos salaires. La sonde Huygens vient de se poser sur Titan. Elle renvoie les quelques centaines de photos qu'elle a prises avant que la batterie se vide et que la sonde se solidifie au contact de la glace. La sonde a atterri dans le lit d'un ruisseau dans une zone jonchée de pavés arrondis, ce qui apportait la preuve que ces petites pierres, ces particules de glace, avaient jadis été emportées par un ruisseau. C'était à vous glacer le sang. Pas à cause de la température, mais à cause de ce que l'on voyait. C'était vraiment extraterrestre. Ce n'est pas un endroit où vous avez envie de vous promener en petit t-shirt et en socket. La température est environ 93 degrés plus froide que la glace carbonique. La température est si froide sur Titan que rien n'est ce qu'il paraît être. Titan est un monde où il y a du liquide. Mais ce liquide n'est pas de l'eau, c'est du méthane. Un peu comme l'essence. C'est un gaz liquide blanc. Il y a donc des rivières de méthane qui coulent à la surface. Quiconque a déjà regardé par le hublot d'un avion survolant un désert, par exemple, a une idée de ce à quoi ça ressemble. En surface, en tout cas.
Il y fait tellement froid que l'eau réagit comme la roche et le méthane réagit comme l'eau. Tout s'est déplacé sur une échelle de volatilité. Comment est-il possible de trouver un paysage si proche du nôtre dans un monde si différent? Dans les laboratoires de jet propulsion, les chercheurs tentent de comprendre comment des gouttes de méthane peuvent façonner un paysage dans une eau glacée aussi dure que du granit, goutte après goutte. C'est comme la pluie sur Titan. Et vous voyez, chaque goutte qui tombe sur la glace rentre immédiatement dans la glace. Elle disparaît dans la glace. C'est incroyable ce que la glace peut absorber comme méthane. Le méthane pénètre dans la glace comme l'eau pénètre dans le sol. Et comme sur Terre, quand le sol est saturé, le liquide se ferait un passage à la surface. Titan serait un lieu fabuleux à visiter. Vous pourriez vous promener le long d'un ruisseau de méthane liquide. Je me demande quel bruit ça peut faire. En photographiant avec le radar d'autres coins de Titan, on a découvert des choses encore plus folles. Dans les régions du pôle Nord, on a pu voir d'immenses lacs et même des mers. Ça y ressemble vraiment, on dirait qu'on pourrait aller faire du bateau ou du jet ski dans tous ces canaux. Titan est le seul autre endroit du système solaire où l'on sait qu'il y a des liquides à la surface. Vous avez donc ces énormes réservoirs de gaz naturel, et il y a de l'éthane aussi, qui est un hydrocarbure un peu plus complexe. Et il y a du propane aussi. Tout le monde sait ce que c'est que le propane. On s'en sert pour faire des barbecues. Le radar de la sonde Cassini a repéré des lacs aussi vastes que des mers intérieures, plus grands que le lac supérieur. Imaginez-vous devant ce qui est pour vous un océan d'hydrocarbures liquides. Ça doit être assez spécial. Et si vous trouvez que les lacs sont bizarres, attendez de voir les volcans. Nous pensons que ce qui sort des volcans de Titan est un mélange d'ammoniac et d'eau, ce qui permet à l'eau de fondre à une température bien plus basse. Voici la lave sur Titan, un mélange à l'odeur nauséabonde d'eau et d'ammoniac, fondu à moins 100 degrés Celsius. Vous pouvez aussi bien construire des tout petits cônes que de grandes montagnes avec cette substance. Si vous étiez un touriste et que vous plongiez votre main dans la lave, votre main ne brûlerait pas, elle gèlerait instantanément. Contrastant fortement avec les cryovolcans et les régions humides du pôle, la zone de l'équateur est faite de vastes déserts de dunes. Pour moi, c'est une des 7 merveilles du système solaire. Vous verriez devant vous et à perte de vue une mer de dunes, en tout point identique à celle que l'on peut voir sur Terre. Dans certaines zones, on ne voit que des dunes sur des centaines de kilomètres à la ronde. Pour mieux comprendre ce que le radar de la sonde Cassini a vu, Ralph Lorenz s'est rendu dans la brousse australienne. C'est moins loin que Titan, mais c'est déjà un long voyage. C'est très intéressant parce qu'ici, les dunes sont linéaires, comme celles que l'on voit sur Titan. En creusant une dune ici sur Terre, on peut distinguer les différentes couches de sable qui ont été formées par chaque régime de vent. L'étude de la formation des dunes dans les deux mondes peut nous aider à comprendre le régime des vents sur Titan. Un précieux indice pour décoder le système climatique cryogénique complexe de cette lune. Comme une pluie de marcs de café congelés, les grains de sable sont balayés par le vent et forment des dunes qui recouvrent 20% de la surface. Et comme le bon café, ces dunes titaniennes sont brunes et riches.
Ces dunes sont un stock impressionnant de matériaux organiques, bien plus que tout le charbon de la Terre par exemple. Il y a peu de chances que vous rapportiez un peu de ce charbon extraterrestre chez vous, mais les hydrocarbures liquides qui caressent les côtes titaniennes pourraient s'avérer très utiles pour le voyage du retour. Il y a plus de cette énergie fossile sur Titan que nous n'avons de réserves connues de pétrole sur Terre. 10 ou peut-être 100 fois plus. Ça fait beaucoup d'essence. Mais dans ce vaste supermarché de molécules organiques se cache peut-être quelque chose d'encore plus précieux. L'explication du commencement de la vie, de la création de l'univers et de tout le reste. Comment créer quelque chose à partir d'éléments simples comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote? Et avant ça, d'où venait-il? C'est une grande question. Il est probable qu'une partie des étapes intermédiaires qui mènent à la vie ait eu lieu sans toutefois parvenir jusqu'au bout. Enfin, c'est notre théorie. Mais certains pensent que nous pourrions trouver dans les lacs de Titan une bactérie qui aurait réussi à se métaboliser dans le méthane liquide. Ce n'est pas un liquide qui nous plaît, à nous, en tant que forme de vie sur Terre. Mais peut-être qu'une forme de vie sur Titan, qui aurait grandi dans le méthane liquide, se sentirait parfaitement à l'aise là-bas, et serait au contraire complètement stupéfaite par l'idée même que des organismes puissent vivre dans l'eau. Oh mon Dieu, ces pauvres choses sur Terre qui vivent dans l'eau, comme je les plains. Titan est le dernier endroit où l'on cherche la vie dans notre système solaire. Si l'on découvre la vie sur Titan, dans ces conditions extraterrestres, alors il se peut qu'on la découvre aussi ailleurs. La mission Huygens ne sera pas notre unique voyage sur Titan, ni Cassini notre dernière visite sur Saturne. Ce sont là les premiers pas audacieux d'une aventure qui ne fait que commencer. La mission Cassini n'est pas encore terminée que l'on pense déjà à y retourner. L'explorateur et scientifique Jonathan Lunin et le pionnier de l'aéronautique Julian Nott pensent connaître le moyen idéal d'y retourner. Un ballon dirigeable robotisé. Ce que nous survolons ressemble tout à fait au site d'atterrissage de la sonde Huygens. J'adorerais voir tous ces ravins sur Titan, ces vallées abruptes où le méthane se déverse et sculpte les montagnes. Leur rêve serait de retourner sur Titan et de lâcher un robot ballon dans l'atmosphère. Un générateur à radioisotope fournirait l'électricité et la chaleur nécessaire pour faire voler le ballon dans cette atmosphère glaciale. L'atmosphère est dense sur Titan. Il y fait froid et la gravité est faible. Les vents sont doux. C'est très facile d'y faire du ballon. Les conditions pour faire voler un ballon dirigeable sont 1000 fois meilleures sur Titan que partout ailleurs dans le système solaire. C'est la destination pour faire du ballon. Ce vol illustre magnifiquement pourquoi un ballon serait un merveilleux moyen d'explorer Titan. Quand on survole une zone intéressante, c'est très facile de descendre, peut-être même d'atterrir et de poser des instruments au sol. Avec un ballon, on pourrait faire le tour complet de Titan en peut-être 6 mois. Mais Titan n'est pas qu'un endroit pour les robots. Grâce à l'épaisseur de son atmosphère et à l'importante quantité d'eau gelée, Titan pourrait s'avérer bien plus accueillante pour nous terriens que Mars. Quand les humains s'installeront enfin dans le système solaire, et je crois qu'ils le feront, Titan sera considéré, bien qu'assez éloigné, comme un lieu très plaisant pour se divertir. Pas besoin de mettre de combinaison pressurisée. Vous n'aurez pas cette impression que les astronautes décrivent de travailler avec un ballon de football entre les bras. Équipé d'un scaphandre et d'une combinaison qui serait un croisement entre une tenue de ski et une combinaison hazmat,
les futurs titonautes pourraient se promener en toute confiance. Vous avez juste besoin d'une protection thermique et d'oxygène pour aller vous amuser sur Titan et faire une balade en ballon. Les gens viendront sur Titan pour découvrir un monde extraterrestre très exotique. Une petite déchirure dans la combinaison ne serait même pas mortelle. J'ai voulu savoir si le dioxyde de carbone vous tuerait avant que le cyanure d'hydrogène ne le fasse. Et en fait, les deux sont présents en quantité si faible que vous n'auriez qu'un petit mal de tête. Ça doit sentir comme dans une raffinerie là-bas. À propos de raffinerie, faire le plein d'essence pour le retour pourrait devenir aussi simple que de s'arrêter sur le lac le plus proche pour remplir votre fusée de méthane, en cours de développement sur Terre. Et puisque vous êtes là, pourquoi ne pas faire un saut sur Encelade? La vraie question n'est pas « y a-t-il des matières organiques sur Encelade ?» Nous connaissons la réponse. Ou y a-t-il de l'eau sur Encelade? Nous avons aussi la réponse. La vraie question c'est « ces matières organiques sont-elles d'origine biologique ?» On est bien plus en avance sur Encelade que sur Mars ou sur Europe. On sait déjà qu'il y a des matières organiques et on sait où elles sont et comment les capturer. Il est temps de les ramener sur Terre et de les examiner pour savoir si oui ou non elles sont d'origine biologique. Ce n'est peut-être pas pour tout de suite, mais je pense qu'il faudra vraiment le faire si on veut avancer. Et la réponse à la question « Y a-t-il une forme de vie ailleurs que sur Terre, dans le système solaire ?» est la raison pour laquelle on travaille aujourd'hui. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi et comment notre planète est devenue cette terre d'accueil que nous connaissons. La mission ayant été prolongée jusqu'en 2017, toutes les équipes travaillant sur le projet Cassini se sont retrouvées récemment à Londres pour faire le point et prévoir la suite. Ils se rencontraient pour la 58e fois et ils ont choisi pour l'occasion l'Observatoire royal de Greenwich. La marque sur le sol est le méridien qui indique la longitude à partir de laquelle tous les grands voyages sont mesurés. Je suis photographe professionnel. Ce qu'on a découvert dépasse l'entendement. Et nous avons réussi à en rapporter la preuve. Voici Saturne. Et au loin, notre planète. Un petit point bleu perdu au milieu de la splendeur des anneaux de Saturne. Il s'agit d'une vraie photo. Une autre magnifique carte postale envoyée par Cassini, qui nous incite à explorer les cieux. Les humains ont exploré la Terre par les mers et les océans et ont imaginé de grandes aventures. À présent, imaginez-vous en train de vous promener au bord d'une mer extraterrestre, car on sait maintenant qu'elles existent. Quelle expérience! Moi, j'aimerais atterrir en ballon sur Titan, ramasser un de ces galets et le lancer sur Huygens. Il faudrait peut-être penser à créer un parc planétaire que l'on protégerait pour les générations futures. Va-t-on un jour aller sur Titan pour y extraire son méthane? On ira peut-être abîmer d'autres planètes, mais Saturne est un lieu magique et je pense vraiment qu'on ne devrait pas y toucher. Il y a tant de lunes intéressantes sur le chemin du retour de la sonde Cassini que la NASA prépare déjà la fin de la mission prévue en 2017. Pour éviter que la sonde ne percute un objet, on va la placer dans l'atmosphère de Saturne. Il faut la faire s'écraser sur Saturne, dans un grand feu de joie, qui marquera la réussite de ces 20 années d'exploration dans l'espace. Toutes les molécules de la sonde Cassini resteraient sur Saturne, à tout jamais. Des obsèques flamboyantes pour un des plus grands voyageurs de tous les temps. Ce n'est peut-être qu'une boule de gaz qui flotterait sur l'eau, mais Saturne n'en demeure pas moins une destination de premier choix pour les scientifiques comme pour les touristes.
nous venons à peine de découvrir les trésors qu'elle a à offrir. Et ce, uniquement grâce à une sonde qu'on a envoyée pour y rester. C'est toujours la même histoire dans le système solaire. On ne sait jamais ce qu'on rate si on n'y va jamais.